Après le dîner, hélas, j'étais bientôt obligée de quitter maman qui restait à causer avec les autres. Au jardin s'il faisait beau, dans le petit salon où tout le monde se retirait s'il faisait mauvais. Tout le monde, sauf ma grand-mère qui trouvait que c'est une pitié de rester enfermée à la campagne, et qui avait d'incessantes discussions avec mon père les jours de trop grande pluie, parce qu'il m'envoyait lire dans ma chambre au lieu de rester dehors. Ce n'est pas comme cela que vous le rendrez robuste et énergique, disait-elle tristement. Surtout ce petit qui a tant besoin de prendre des forces et de la volonté. Mon père haussait les épaules et il examinait le baromètre car il aimait la météorologie. Pendant que ma mère, évitant de faire du bruit pour ne pas la troubler, le regardait avec un respect attendri, mais pas trop fixement pour ne pas chercher à percer le mystère de ses supériorités. Mais ma grand-mère, elle, par tous les temps, même quand la pluie faisait rage et que Françoise avait précipitamment rentré les précieux fauteuils d'osier de peur qu'ils ne fussent mouillés, on la voyait dans le jardin vide et fouetté par l'averse, relevant ses mèches désordonnées et grises pour que son front s'imbibât mieux de la salubrité du vent et de la pluie. Elle disait « Enfin, on respire !» et parcourait les allées détrempées, trop symétriquement alignées à son gré par le nouveau jardinier dépourvu du sentiment de la nature, et auquel mon père avait demandé depuis le matin si le temps s'arrangerait. De son petit pas enthousiaste et saccadé, réglé sur les mouvements divers qu'excitait dans son âme l'ivresse de l'orage, la puissance de l'hygiène, la stupidité de mon éducation et la symétrie des jardins, plutôt que sur le désir inconnu d'elle d'éviter à ses jupes brunes les taches de boue sous lesquelles elle disparaissait jusqu'à une hauteur qui était toujours pour sa femme de chambre un désespoir et un problème. Ma grand-mère, et je suis depuis, avait d'abord choisi les poésies de Musset, un volume de Rousseau et Indiana. Car si elle jugeait les lectures futiles aussi malsaines que les bonbons et les pâtisseries, elle ne pensait pas que les grands souffles du génie eussent sur l'esprit même d'un enfant une influence plus dangereuse et moins vivifiante que sur son corps le grand air et le vent du large. Mais mon père, l'ayant presque traitée de folle en apprenant les livres qu'elle voulait me donner. Elle était retournée elle-même à jouer le vicomte chez le libraire pour que je ne risquasse pas de ne pas avoir mon cadeau. C'était un jour brûlant, et elle était rentrée si souffrante que le médecin avait averti ma mère de ne pas la laisser se fatiguer ainsi. Et elle s'était rabattue sur les 4 romans champêtres de George Sand. « Ma fille, disait-elle à maman, je ne pourrais me décider à donner à cet enfant quelque chose de mal écrit. » En réalité, elle ne se résignait jamais à rien acheter, dont on ne put tirer un profit intellectuel, et surtout celui que nous procurent les belles choses, en nous apprenant à chercher notre plaisir ailleurs que dans les satisfactions du bien-être et de la vanité, même quand elle avait à faire à quelqu'un un cadeau dit utile, quand elle avait à donner un fauteuil, des couverts, une canne, elle les cherchait anciens, comme si leur langue désuétude ayant effacé leur caractère d'utilité, ils paraissaient plutôt disposés pour nous raconter la vie des hommes d'autrefois que pour servir aux besoins de la nôtre.